Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver avec un nouvel épisode interview où nous vous proposons de rencontrer un invité avec nous. Et pour cet échange, c'est Kaïna Pelatte qui est venue boire un café à l'agence. Elle nous a parlé d'elle, de son parcours, de son quotidien et de sa relation avec les réseaux sociaux. Kaïna a commencé le community management sans le savoir à l'adolescence via son tout premier compte Instagram. Mais ce sont ses études en communication qui lui ont permis de découvrir le social media. Sa passion pour la photo lui a également apporté un œil créatif nécessaire à ce métier. Aujourd'hui, elle occupe le poste de social media manager pour Nantes Université depuis 1 an. Dans ses fonctions, Kaïna établit les stratégies et lignes éditoriales des réseaux sociaux, anime les réseaux sociaux, conseille et appuie les services, composantes et établissements rattachés à Nantes Université, assure le suivi des statistiques et intervient sur le volet réseaux sociaux lors de l'organisation d'événements. Allez, je vous laisse avec l'épisode pour en découvrir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du pod. Donc aujourd'hui, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Tu vas bien ? Oui, très bien. Et toi ? Super. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous enregistrons avec une invitée. Donc nous sommes avec Kaïna. Bonjour Kaïna. Bonjour Gwen. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, toujours. Donc écoute, je vais pas faire ta présentation, hein. Je vais te laisser te présenter toi-même. Donc est-ce que tu peux nous donner ton nom, l'entreprise dans laquelle tu travailles et depuis combien de temps, et ton poste et rapidement en quoi ça consiste ton poste ? Alors moi c'est Kaïna Pelatte, je travaille à Nantes Université depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et donc je suis social media manager à la direction de la communication. Donc mes missions principales, ça va être d'élaborer les stratégies sur les réseaux sociaux et être garante de l'image de Nantes Université sur les réseaux sociaux. Voilà. Globalement, mais on rentrera plus dans le détail après. Ouais. T'as raison, ne dévoile pas tout maintenant. Et écoute, merci beaucoup d'être venu parce qu'on est très heureux de t'accueillir au micro du pod. Également, plaisir partagé. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à s'intéresser donc un peu plus à ton parcours. Donc avant ton poste d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui ? Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens et si enfant déjà il y avait des signaux qui te faisaient penser que tu ferais ce métier un jour ? Alors oui, je pense que oui, enfant, peut-être pas enfant, mais en tout cas plus jeune, oui. J'ai le souvenir d'être beaucoup sur les réseaux sociaux ado et d'avoir des discussions aussi avec mon frère, par exemple, qui me demandait pourquoi je partageais autant de choses sur les réseaux. Ouais. Et qui s'intéressait à ça, qui lui est totalement à l'inverse de moi. Mm-hmm. Et lui répondre que en fait, c'était quelque chose que j'aimais parce que je partageais, je créais du lien avec des gens et j'avais des discussions qui découlaient de ce que je postais. Ouais. Et des discussions qui pouvaient s'avérer super intéressantes qu'on n'aurait pas eu ailleurs ou qu'on n'aurait pas eu sans poster ces choses-là. Donc créer du lien, créer du partage, partager des choses. Et donc oui, déjà, des ados, c'était quelque chose qui ressortait. Donc ça pouvait être prévisible quelque part. Ok. Et du coup, c'était quoi tes réseaux de prédilection avant ? C'était plutôt Instagram et Snapchat. Bon, du coup, c'était il y a quelques années. C'est toujours très à la mode, Snapchat, hein, faut pas croire. Hein. Tu l'utilises encore, Gwen ? Tout à fait. Voilà. Comme ça, tout le monde est à l'aise. Absolument. Très bien. Du coup, vers quoi tu t'es orientée après, du coup, au lycée ou aux études supérieures ? Je sais pas si tu as fait quelque chose au lycée qui était en lien avec ce que tu fais aujourd'hui ou pas, mais... Alors au lycée, non, pas du tout. Je cherchais un petit peu un projet professionnel, quelque chose dans lequel je pouvais aller après le bac. Et c'est là où je me suis intéressée à la communication, à me dire que finalement, ce truc que je fais pour mes amis ou pour moi, ça pouvait peut-être en faire autre chose pour mon métier, devenir ma carrière. Et donc du coup, j'ai cherché un petit peu, je me suis renseignée et je me suis orientée donc, dans un DUT information communication et par la suite un bachelor responsable de communication que j'ai fait en alternance. Ok. Et du coup, après ton bachelor, tu as commencé à bosser direct ?
Oui, directement. Donc c'est pas si vieux. J'ai bossé directement à Nantes Université, en fait. Okay. J'ai trouvé très rapidement après à la sortie du bachelor. Et j'ai commencé par un poste de chargé de com dans un service de Nantes Université. Et depuis la rentrée de septembre dernier, je suis du coup social media manager à la direction de la communication. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu avais un profil assez généraliste, polyvalent. Oui. Tu vois, chargé de com, voilà, avec plusieurs supports de com à gérer. Exactement. Et là, du coup, tu t'es spécialisé sur un format, un support. Pourquoi ce choix de se spécialiser sur un support, notamment celui des réseaux sociaux ? Parce que finalement, je pense que c'était un des supports avec lequel j'étais le plus à l'aise et avec lequel j'avais le plus d'accroche dès le départ. Et ça s'est confirmé après très rapidement quand je me suis consacrée qu'à ça, au final. Ouais. Et oui, non, c'était juste un support de prédilection déjà. Oui, quand tu avais déjà quand tu étais un peu plus jeune et au final, tu t'es rendu compte... C'est ça. Puis même quand j'étais chargée de com plus généraliste, c'était déjà un des supports que je développais le plus. Oui. Avec lequel je travaillais le plus parce que je m'y sentais plus à l'aise et parce que la cible aussi, enfin une des cibles que j'ai s'y prêtait bien. Oui. Donc voilà. Ok, ça paraît logique. Alors moi j'ai regardé un petit peu qui tu étais. J'ai vu que tu aimais beaucoup la photo. Oui. D'ailleurs, tu as un feed Insta par rangée de 3 qu'on appelle. Enfin, 3 photos à chaque fois sur le même thème. C'est très créatif d'avoir cette approche-là. Enfin, on aime bien, nous, les feeds Instagram comme ça, harmonieux et travaillés. Ça te vient d'où, cette passion de la photo ? C'est vrai que j'avais cette passion depuis très jeune aussi. J'aimais beaucoup dès que j'ai pu avoir un appareil photo et faire des photos. Ça n'a jamais été plus que du loisir et de la passion, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Et donc oui, j'ai très vite créé un compte Instagram dédié à ces photos, qui soit pas du coup un compte personnel, mais plus pour montrer ce que j'aime faire et partager encore les photos, les clichés que je peux prendre, les voyages que je peux faire. Et je sais pas vraiment d'où ça... J'ai pas de raison d'où ça vient particulièrement. C'est arrivé comme ça au fur et à mesure. T'as personne dans ta famille qui t'a transmis cette passion Non, c'est vraiment arrivé comme ça, où j'adorais prendre des photos, j'adore créer des souvenirs et garder ces souvenirs. C'est quelque chose qui est super important pour moi et je pense que c'était une façon d'immortaliser tout ça. Et après, de partager encore autour de moi. Après, si t'avais déjà un amour pour Instagram étant ado, peut-être que ça a aidé aussi, parce que je pense que les utilisateurs d'Instagram aiment les belles photos. Après, avoir un talent pour en faire, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai. Après, ça se trouve des vidéos pour apprendre. Oui, bien sûr. Du coup, t'as appris toute seule Oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'apprends encore. Je suis pas du tout à un niveau professionnel en photographie. Oui. J'apprends beaucoup. Je regarde, j'aime bien. Ça me prend du temps, mais c'est un temps que j'aime bien passer à voir les réglages, à me dire ok, ça, en fait, si on fait ça comme ça fait ça et ça rend super bien. Du coup, j'essaierai la prochaine fois que je vais quelque part. Donc j'apprends toute seule. Je regarde beaucoup de tutos, de choses comme ça. Ok. Et en quoi cet intérêt pour la photo, ça t'est utile dans ton métier actuel ? Ça m'est utile quand je transmets... quand je poste sur les réseaux sociaux, il y a des posts qui sont plutôt pratico-pratiques et des posts qui vont être plus pour, je sais pas faire joli, mais illustrer joliment des choses plutôt quotidiennes. Et donc, des fois, ça m'arrive de prendre un appareil photo et de pouvoir faire des photos à destination des réseaux sociaux de Nantes Université. Et tu te déplaces des fois sur des événements pour faire des photos aussi ou vous avez Parfois. Alors, souvent, on a un photographe qui travaille avec nous, des photographes, des vidéastes. Donc, c'est avec eux que je travaille et c'est avec leurs photos aussi que je travaille par la suite. Et parfois, sur certains sujets, je me déplace sur les événements, je vais faire des photos. Surtout aussi en story, couverture d'événements. Oui. Plutôt, du coup, avec moins de travail sur les photos derrière, si c'est en story. Oui. Mais ouais. Oui, après, tu peux pas tout gérer non plus. Il faut que tu sois accompagné sur les événements. Parce que même si tu sais très bien faire des photos, et à un moment donné, tu es là aussi pour faire ton taf. Si en plus, tu dois gérer toute la couverture photo, plus les vidéos, c'est beaucoup trop pour une seule personne. Non, sur les événements, on a souvent des photographes, des vidéastes qui travaillent avec nous.
Ok. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier-là, au-delà de créer du lien et générer des discussions? C'est le fait de se renouveler sans cesse, en fait. De pas avoir... ok, on a un quotidien, on a une routine, mais cette routine, elle peut changer du jour au lendemain. Peut-être que demain, on va se réveiller et que finalement, la plateforme, elle va avoir changé. Il va falloir qu'on s'adapte, qu'on soit réactif, qu'on soit réactif aussi aux utilisateurs, à notre cible, à leurs réactions, à pouvoir nous réagir en face de façon appropriée. En fait, c'est vraiment de s'adapter tout le temps. Le changement, la diversité des sujets, des cibles, des réseaux, des algorithmes. C'est pas du tout un travail qui est lassant, c'est super stimulant. C'est intéressant parce que t'as deux types de personnes. T'as des personnes qui cherchent ça dans le métier et t'as des personnes qui ne font pas ce métier-là et qui l'apprécient pas parce que justement, il n'y a pas ce côté... alors, c'est pas... Je parlerai pas de routine, même si moi je comprends ce que tu dis, mais il y a des personnes, ça leur donne pas du tout envie de s'investir sur les réseaux parce que ça change constamment. Oui. Il y a des personnes qui aiment bien refaire tout le temps la même chose parce qu'ils sont en confiance dans ce qu'ils font. Et en maîtrise. Et ils maîtrisent totalement. Et c'est vrai, Donc, je pense que... Et d'ailleurs, la plupart des personnes qu'on a rencontrées sur le podcast, qui font des métiers comme les nôtres, à un moment donné, ils nous ont toujours parlé de cet attrait de pas de routine, changement perpétuel, etc. Mais ça, je dirais que pour faire ce métier-là, il faut chercher ça, il faut aimer ça. Oui. Si déjà, de base, t'es un peu déstabilisé dès qu'il y a des changements et que t'as besoin d'avoir cette zone de confort et maîtriser, peut-être que ça peut être difficile pour exercer le métier derrière. C'est vrai qu'on peut se réveiller un matin et en fait, toute la ligne éditoriale qu'on a faite... faut la refaire parce que finalement il y a juste 3 lignes dans l'algorithme qui ont changé, mais ça change tout. Donc c'est sûr que faut pouvoir réagir assez vite et être à l'aise avec ça et aimer ça, prendre ça comme un challenge et se dire ok, au final c'est trop cool parce que ok, je recommence tout, mais je vais refaire différemment et je vais voir d'autres choses, je vais faire d'autres choses, donc c'est cool. Oui. Faut y mettre dans l'action, dans le test. Le test, ouais, tout à fait. Parce que vous faites des tests parfois sur des formats, sur des réseaux à l'université. Ouais. On teste, on teste des formats, on essaye des choses. Quand on se dit ça pourrait être sympa, on essaye de le mettre en place. Et puis après, on voit au niveau des résultats. Des fois, c'est un flop. On se dit ça sert à rien de continuer, c'est pas grave, on a essayé. Et des fois, c'est une réussite. Et là, c'est super cool quand c'est comme ça. On a juste à continuer pour le moment et à voir après comment on peut faire évoluer ce nouveau format qu'on a mis en place. Et comment ils sont vécus les flops chez vous? C'est parfois un peu... je parle pour moi en tout cas, ça peut parfois être un peu décevant parce qu'on a passé du temps dessus, on a travaillé, on a réfléchi, on y a mis des moyens et on y a mis aussi un peu de notre personne, du cœur. On y croyait quand même un petit peu pour tester, sinon, à mon sens, ça sert à rien de tester si on n'y croit pas. Mais en même temps, il faut se dire que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend et surtout qu'on va réussir à développer la visibilité derrière, parce qu'on va réussir à trouver ces petits trucs qui marchent et sans tester, on ne peut pas le faire en fait. Donc c'est juste un indicateur qui nous dit ça non, mais peut-être que le prochain truc oui. Il faut accepter les flops, c'est un des trucs aussi qui n'est pas toujours simple dans notre métier, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que ça n'a pas marché. Et au-delà de l'humilité, de ne pas prendre trop à cœur les choses. Quand ça floppe, c'est pas que quelqu'un t'en veut personnellement, c'est juste que ça n'intéresse pas forcément ta cible. Et c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y a des boîtes qui vivent très mal les flops sur les réseaux sociaux, alors qu'on va se mettre d'accord, ça nous arrive à toutes et tous. Oui, totalement. Nous, on se prend des fours sur des trucs où on est persuadé que ça va cartonner. Ça marche pas. Et des fois des trucs où tu te dis non, ça j'y crois pas et finalement ça marche. Donc et puis il faut pas persévérer non plus, se dire si moi j'adore ça, je continue même si ça marche pas. C'est ça. Faut trouver une autre façon de le dire, une autre façon de l'amener, ou un autre endroit où le dire, parce que c'est pas forcément... faut trouver le petit truc qui a fait que ça floppe. Oui. Parfois ça floppe pas à cause du sujet, ça floppe à cause du format, et parfois c'est l'inverse. C'est le sujet qui plaît pas, mais le format plaît. Donc voilà, cette phase de test, c'est ça qu'elle est intéressante, parce que du coup c'est un peu grisant, tu essaies de comprendre pourquoi ça marche pas, tu testes d'autres choses, c'est plutôt cool.
cette partie-là, effectivement. Totalement. Est-ce que à l'inverse, il y a des choses qui te plaisent moins? Parce que bon, hein, on a tous des choses qu'on aime moins faire dans notre métier, même si on l'aime principalement, mais... Je pense que ça va être la partie statistique, mais à double tranchant, parce que faire les bilans, en fait, faire les calculs, etc., ça, on va pas se cacher, c'est long et c'est un peu barbant des fois. Mais par contre, les regarder, les consulter, comprendre, en fait, là justement, avoir la visibilité sur ah mais en fait c'est pour ça que ça n'a pas marché, ou ça a super bien marché et ça va être pour ça, donc on va pouvoir reproduire. C'est super intéressant. Donc vraiment, je pense que c'est surtout la partie les faire, les données, compter, faire les calculs, les chiffres. Je pense que c'est la partie que j'aime moins sur notre travail. Je comprends. Bon, comme beaucoup, comme énormément de personnes. Hein. Honnêtement, c'est pareil. Toutes les personnes qu'on a eues, je connais très peu qui disent moi j'adore faire des calculs. Nous, on est bien équipés à l'agence parce qu'on a Brian et lui, c'est l'un de ses trucs préférés. Ouais, alors, moi, j'aime bien les interpréter aussi, mais oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'adore les chiffres, j'adore les tableaux, j'adore créer des indicateurs et tout. C'est plutôt mon truc. Mais effectivement, je rencontre très peu de social media managers qui aiment bien compiler les chiffres. C'est ça. Les analyser, pardon. Ouais. C'est super intéressant, mais les créer, c'est long. C'est long, et puis d'un réseau à l'autre, t'as pas forcément les mêmes chiffres. Donc après, tu dois essayer de les comparer, tu dois parfois extrapoler certains chiffres. Enfin, c'est pas toujours facile. La mesure de la performance entre Facebook et Instagram, alors que c'est la même maison, c'est pas toujours la même chose. Ouais. Alors entre LinkedIn et Instagram, autant on ne va pas en parler parce que ça n'a rien à voir. Et puis après, sur TikTok, c'est encore autre chose. Donc c'est assez difficile de se dire, ok, quel chiffre je vais aller chercher, comment je vais créer mes indicateurs, et puis après, comment je vais les interpréter pour les comparer. Enfin, ça, c'est vrai que c'est des points qui sont cruciaux. Et ce qui est difficile, c'est qu'on est quand même jugé aussi beaucoup sur les chiffres. C'est ça. Et puis, il faut réussir à les mettre en contexte, parce que donner un chiffre brut comme ça à son responsable ou à l'annonceur pour vous, c'est bien, mais si on ne le met pas en contexte, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est ça. On a fait 6% sur une page LinkedIn. Et donc Ça marche. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on parle un peu plus de ton quotidien à l'université. Comment tu expliques ce que tu fais dans la vie à ton entourage? C'est toujours une question compliquée, je pense, pour les social media managers, mais je pense en règle générale pour tous les communicants, qu'importe la spécialité. C'est vrai que je pense que c'est des métiers qui peuvent être pas toujours compris par nos proches. Beaucoup m'ont toujours dit, mais en fait, tu fais rien. Tes journées, t'es sur ton téléphone ou t'es sur ton ordi, tu regardes des réseaux et c'est bien, je fais la même chose. Bah non, c'est plus compliqué, sinon ça se saurait. Donc comment je l'explique? J'explique que je crée toute une stratégie derrière pour développer la visibilité en fait, de l'établissement, de notre université, des actions qu'on propose, de nos valeurs, des valeurs qu'on défend, au grand public, aux étudiants, aux enseignants, à nos personnels, aux différentes cibles selon les réseaux sociaux. Et donc j'en crée plusieurs et pas qu'une seule, et que j'essaye de vraiment développer, que j'apprends de mes erreurs, que j'analyse après. Donc, t'es plus de la team, tu rentres dans les explications pour leur faire comprendre, du coup? Oui, je suis plus de la team, j'accepte pas qu'on comprenne pas, pas trop, ou j'essaye au moins de défendre un petit peu mon métier et le rendre un peu plus crédible à leurs yeux, si je peux dire. Ouais, je comprends. Nous, on s'arrête à juste... nous, on est sur Instagram toute la journée. Moi, en vrai, pour les gens qui comprennent pas, j'ai vraiment développé le truc je fais de la publicité sur Internet. Ouais. Voilà. Et puis, des fois, quand tu sens que les gens sont un peu ouverts à comprendre ce que tu fais, là, je rentre dans les explications, mais sinon, je m'en tiens à ça. Ce qui est pas tout à fait faux. Hein. Exactement. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, tu nous disais que tu es social media manager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes missions que tu as dans son quotidien?
Alors du coup, en tant que social media manager à Nantes Université, j'ai plusieurs missions qui vont être de la gestion des réseaux sociaux courantes, je vais dire, donc répondre aux DM, répondre aux commentaires, de la modération, poster des contenus sur plusieurs sujets en lien avec nos lignes éditoriales sur donc les différents réseaux sociaux, actuellement sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Nous n'avons plus X maintenant. Ouais. Ok. Ouais. Donc, poster du contenu, interagir avec mes collègues de la direction de la communication pour créer mon planning, l'alimenter sur les semaines à venir. Et aussi interagir avec mes autres collègues au sens large de Nantes Université, que ce soit dans les facultés, les labos, sur du conseil, sur de l'accompagnement un petit peu sur certains réseaux sociaux ou certaines créations de contenu parfois. Et puis aussi faire beaucoup de veille au quotidien, donc sur ce qui ressort de Nantes Université, sur aussi des idées de contenu pour les prochaines fois. Et voilà. Et j'ai aussi toute une partie encadrement d'une équipe de contrats étudiants qui vient aussi poster sur Instagram du contenu à destination des autres étudiants. Donc Okay. une parole de pair à pair. Ah, ça c'est Entre intéressant. pairs. Ouais. Oui. Pardon. Tu disais du coup que tu as des correspondants, des référents dans certaines composantes, certaines écoles. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui leur dis quoi faire, ou est-ce que tu es là surtout en support et en accompagnement? Alors, je suis là en tant que... Je vais être un peu garante de l'image de Nantes Université sur les réseaux. Donc, il y a parfois des moments où, oui, je peux dire, bah non, pas ça. Mais en général, je vais être plus là quand même comme accompagnement, conseil. Je vais pas leur dire quoi faire ou quoi dire. Au final, c'est eux qui savent ce qui se passe dans leurs composantes ou dans leur labo. Mais plutôt la façon de le dire, vraiment accompagner, conseiller et puis... diffuser la charte graphique des réseaux sociaux, les informer sur les bonnes pratiques, ce qu'il ne faut pas faire, les formats, Ouais, chaque composante est autonome, mais sait qu'elle peut se tourner vers toi quand il y a une question, une problématique ou autre. En tout cas, celles qui ont des réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas de tous, ce qui n'est pas le cas de tous les labos. En fait, Nantes Université, c'est super grand et c'est multifacette. Donc, il y a bien sûr les facs... je dirais que tout le monde connaît, c'est la facette que tout le monde voit quand on parle de Nantes Université. Mais il y a aussi des grandes écoles comme Archi, Beaux-Arts, l'école d'architecture, Beaux-Arts, Centrale. Ouais. Il y a aussi le CHU, il y a une multitude de labos, il y a l'IRT Jules Verne. Donc on a tous des problématiques, des cibles différentes. Ils sont tous rattachés à l'université ? C'est tous Nantes Université en fait. Okay. Nantes Université, c'est un établissement avec plusieurs établissements membres. Et alors, ça, c'est intéressant parce que c'est récent, ça date de début 2022. Exactement. Du coup, ça veut dire qu'une école comme Centrale ou les Beaux-Arts avait déjà, avant, sa propre stratégie de communication, sa propre image, sa propre organisation. Alors, t'étais peut-être pas encore arrivé à ce moment-là à ton poste. Non, pas sur ce poste-là, oui. Mais du coup, il y avait quand même des équipes en place, des habitudes de travail. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a un impact sur la manière dont tu travailles avec eux? Il y a toujours des équipes en place et toujours des personnes qui travaillent à la communication dans ces établissements. Et en fait, ils travaillent en lien avec nous. Et donc, ils ont toujours la même chose qu'avant, mais en plus de ça, ils sont aussi rattachés à Nantes Université. Donc, sur certains sujets, on va aborder une communication commune. Oui, d'accord. Ok. C'est un gros changement de passer comme ça. Parce qu'en plus, c'est même pas une fusion, c'est un rapprochement. Donc, voilà, il y a un nom commun, une marque commune qu'il faut faire connaître. Mais finalement, il y a des habitudes de travail qui vont rester les mêmes dans les différents établissements. Exactement. Et ça, arriver à coordonner l'ensemble, ça ne doit pas forcément être hyper simple. Est-ce que est-ce que vous voyez, vous avez des points réguliers, des réunions trimestrielles tous ensemble? Enfin, comment ça s'organise tout ça? Il y a des rencontres qui sont prévues. Donc c'est les premières rencontres qui vont avoir lieu entre tous les acteurs de la com à l'échelle de Nantes Université. Ça aura lieu en juin, donc c'est la première fois qu'on va être en présentiel tous ensemble. C'est comme une matinée de séminaire, de rencontres.
Donc là-dessus, oui. Après, régulièrement, nous, on a des réunions, ce qu'on appelle des réseaux com, avec du coup plutôt les facultés, les pôles, les composantes, les services de notre université qui assistent, auxquels on fait passer des messages, auxquels on fait passer des kits de com, des dernières actualités qui vont avoir lieu bientôt et auxquelles aussi, eux, en fait, on vient échanger tous ensemble sur aussi les problématiques qui peuvent nous faire remonter, les sujets qu'eux, ils vont avoir, les questions ou les revendications parfois. Donc tout ça, c'est des réunions qui ont lieu, je sais plus tout, assez régulièrement. Mais on n'y participe pas tous et pas systématiquement. En fait, on y participe si on y a quelque chose a quelque chose à apporter, à dire, à faire passer. Sinon, on a un compte rendu. Oui, mais par contre, du coup, ça veut quand même dire que chaque établissement connaît finalement le plan de com des mois à venir de l'université pour se l'approprier. Pour l'instant, du coup, c'était plus là à l'échelle des facultés, des composantes des pôles. Au niveau des autres établissements, justement, la première fois qu'on va se rencontrer réellement comme ça va être en juin. D'accord, oui. Bien sûr, chaque personne, quand on a des sujets, des événements communs, va travailler avec les autres établissements, mais pour l'instant, on n'a jamais fait de grosses réunions tous ensemble. Oui, d'accord. Il n'y a pas encore cette dynamique collective où tout le monde se connaît, où chacun échange des bonnes pratiques. En même temps, c'est logique. C'est super récent encore. Une marque comme ça va mettre plusieurs années à s'installer dans les habitudes, dans les têtes de chacun. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais... Et du coup, quand vous avez des événements communs, c'est toi qui gères les éléments de langage, la création des visuels, et tu leur envoies après pour qu'ils puissent diffuser ? Ou chacun fait un peu comme il veut Non, ça dépend. Ça dépend de d'où part l'événement. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. D'où part l'événement, de qui, de où il va se dérouler. Et oui, parfois, si ça part de la direction de la communication de notre université, sur les réseaux sociaux, je vais être l'interlocuteur pour les autres... personne chargée de communication, référente de com. Pour la création de visuels, du coup, ça peut être l'équipe créa qui a dans la direction de la communication. Mais ça dépend, c'est vraiment hyper variable. Ok. Ça marche. Et je reviens sur quelque chose que tu as dit, parce que c'est vraiment d'actualité, on en voit de plus en plus. Vous n'êtes plus sur X. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ? Parce qu'on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques et même d'élus, de personnalités influentes qui disent X, pour moi, c'est terminé. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent savent peut-être plus ou moins pourquoi, mais c'est bien peut-être que tu nous en parles un peu si tu as de la matière à nous donner. Pourquoi abandonner X ? Ça a été une réflexion assez longue de notre part, en fait, parce que peser les pour et les contre... il y avait beaucoup de raisons dans les deux cases. La plus grosse motivation, en fait, on va dire, si je peux dire motivation, pour quitter X, ça a été en fait le fait que c'est plus du tout en accord avec les valeurs qu'on défend. Et c'est compliqué au final de rester sur un réseau social aussi influent qui ne respecte pas du tout, qui n'est pas du tout en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de créer et de défendre. Donc ça, c'était la plus grosse raison de pourquoi partir. Et puis après, on s'est posé la question de, oui, mais si tout le monde part, qui défend ces valeurs sur ce réseau social ? Que devient ce réseau social ? Et après, de multiples discussions, on a quand même décidé de quitter et de suspendre notre compte. Et du coup, les contenus que vous mettiez avant sur X, est-ce qu'ils se retrouvent ailleurs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont complètement disparu de votre stratégie éditoriale ? Ça a été la deuxième phase de notre discussion, de notre réflexion. Et en fait, certains contenus trouvent leur place sur LinkedIn. Donc en fait, on avait vraiment une ligne éditoriale qui était institutionnelle et à destination des chercheurs. En fait, beaucoup recherche, innovation, institutionnelle sur X. Certains contenus ont trouvé leur place sur LinkedIn, notamment à destination de professionnels, chercheurs, un petit peu recherche. Et puis institutionnel était déjà sur LinkedIn, mais pas tout. Et donc pour l'instant, le reste n'a plus
n'a plus de place sur les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, Instagram et Facebook, on a vraiment une destination étudiante, ce qui ne va pas du tout coller avec ce qu'on était sur X. Et donc, on ne va pas déplacer ces contenus bêtement sur d'autres réseaux. Donc, on a dû faire des choix. Bon, on le voit beaucoup, hein, les contenus qui migrent sur LinkedIn. Après, voilà, tout ne peut pas aller sur LinkedIn, malheureusement. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique, parce que j'entends parfois des marques qui disent oui, on va partir de X. Mais en fait, ils sous-estiment le fait que s'ils produisaient des contenus sur X, soit ils vont arrêter de les produire, et donc arrêter de raconter certaines choses, ou arrêter de toucher certaines personnes, soit il va falloir aussi imaginer que les contenus mis sur X, ils doivent aller ailleurs, et si oui, où, sous quelle forme, parce qu'un contenu X, c'est pas un contenu LinkedIn. Non, le sujet peut être le même, mais le format est totalement différent. Exactement, puis la cible est pas tout à fait la même, ou en tout cas pas entièrement la même, et il y a une partie de notre cible qu'on avait sur X qu'on ne retrouvera probablement pour l'instant jamais. Donc on le savait, on en avait conscience, et c'était vraiment très, très longue réflexion. Ouais, je comprends. Pour en finir à cette décision quand même. Et pendant qu'on parle des réseaux sur lesquels vous êtes présent, vous n'investissez pas TikTok ? J'aimerais bien. Là, ça va plus être une question de temps et de travail, justement, parce que ouvrir un compte TikTok... ça peut prendre 2 minutes 30, mais l'alimenter de façon réfléchie, avec une ligne éditoriale derrière, et puis régulière, avec une régularité, c'est plus de temps tout de suite que 2 minutes 30. Donc j'aimerais bien, c'est aussi en réflexion de notre côté, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête, en tout cas moi, et à voir sur la suite. Oui, Pardon. Vas-y. T'as déjà une idée de ce que vous pourriez y faire Ouais, j'ai déjà une idée assez précise. Hein. C'est plus au niveau des moyens pour l'instant. Mais ça se discute. Et tu utilises à titre personnel TikTok ? Oui. Ouais. Alors, je l'utilisais plus il y a un moment. Là, je sais que depuis quelques mois, je suis moins dessus. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est une tendance mondiale ou en tout cas nationale. Mais c'est vrai que j'utilisais pas mal avant, surtout au niveau du confinement. Je pose cette question parce que souvent, on rencontre des marques qui ne vont pas sur TikTok parce qu'elles ne l'utilisent pas à titre personnel et donc elles ont du mal à saisir le fonctionnement. Ouais. Et toi, si tu l'as déjà utilisé, c'est beaucoup plus facile de te projeter aussi dans l'animation quotidienne. Je pense que c'est un réseau social encore plus que Facebook, Instagram, LinkedIn ou les autres qu'on connaît. Si on ne l'utilise pas, nous, pour moi, il est très compliqué de créer du contenu dessus et d'être pertinent, en tout cas, dessus. Ouais. Et déjà, il y a un langage qui est différent, des termes qui sont différents, des approches, des façons de produire du contenu, de tourner, de le présenter. Ça casse un peu les codes et du coup, ça... C'est pas la vidéo la mieux montée avec la plus professionnelle et l'appareil photo ou l'appareil vidéo le plus qualitatif qui va remporter le plus de vues. Non, c'est hyper complexe comme algorithme. Parfois, on comprend pas pourquoi justement cette vidéo qu'on a fait à l'arrache, finalement, elle a fait 1 million de vues et on comprend pas. Mais oui, c'est pour ça que pour moi, on a besoin d'avoir cette approche utilisateur avant de pouvoir se lancer sur TikTok. Ouais. Tout à fait. Ok, bon, on suivra ça, hein, parce qu'on regarde beaucoup les marques sur TikTok. C'est vrai que dans l'enseignement supérieur, ce qu'on observe, c'est que... alors, c'est pas une étude, un benchmark précis, hein, il n'y a pas des chiffres qui sortent de OS Digital, mais on observe beaucoup d'écoles privées sur TikTok. Et les universités sont encore un peu frileuses. Je pense qu'elles ont encore besoin de se tester, de réfléchir comment elles y vont. Il y a un petit écart là, qui est en train de se creuser, mais bon, après... ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein, mais oui, les écoles privées ont très très rapidement investi la plateforme et avec parfois des contenus qui marchent très bien, d'autres c'est discutable. Il y a certaines universités aussi qui ont déjà investi à TikTok et qui marchent plutôt bien. Donc ça commence, mais une parole d'un établissement public, c'est toujours plus compliqué de se lancer, ou en tout cas il faut plus de réflexion peut-être qu'une école privée.
Oui, Je ne sais pas si c'est la vraie raison. Disons que la décision est parfois plus longue à prendre. Voilà. Après, c'est aussi une force. Hein. C'est-à-dire que quand la décision est prise, tout le monde la suit. Et voilà. Alors que des fois, comme on dit, dans le privé, il y a une personne qui va décider pour tout le monde. Il n'y a pas forcément de dynamique collective. Donc, c'est pas forcément bien aussi d'avoir des décisions qui sont prises rapidement. Parce que parfois, c'est au détriment de la réflexion, de la stratégie, etc. Donc, au final, quand c'est lancé, c'est plus construit. Quoi. Ouais, exactement. Et alors, une université, c'est quand même une organisation un peu atypique. Oui. Parce que, en fait, vous avez un objectif de faire en sorte que des étudiants aient envie de venir à l'université, mais vous ne pouvez pas avoir une communication commerciale. Et vous avez la concurrence des autres universités, même si, il y en a quand même très peu sur un même territoire. Enfin, ça se discute, mais en tout cas, nous, dans l'Ouest, on est un peu mieux lotis que sur Paris. Comment on s'organise du coup pour être sur les réseaux sociaux ? Enfin, qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant qu'université sur les réseaux sociaux ? C'est quoi les objectifs concrets Alors, je dirais que du coup, l'objectif que tu as cité, c'est qu'un seul objectif parmi beaucoup d'autres. Ouais. C'est que l'objectif qui touche la cible étudiante, mais on a aussi d'autres objectifs au niveau recherche, au niveau innovation, etc. Mais si on parle juste de l'objectif attirer des étudiants et puis avoir une image et surtout rassurer, en fait, faire casser aussi tout ce qui était préjugé sur l'université. Parce que je ne dirais pas qu'on est tant en concurrence avec d'autres universités. Il y a déjà aussi l'objectif principal de faire comprendre ce qu'est une université et de casser un peu ce qu'est l'université dans les mentalités de beaucoup. Parce que l'université a beaucoup évolué au cours des dernières années et c'est plus du tout l'université de nos parents ou de nos grands-parents, en fait. Enfin, c'est tout à fait autre chose. Donc cette frontière université-école privée est totalement différente. Et c'est essayer de faire comprendre ça, essayer de faire comprendre ces changements, rassurer sur le fait que non, on n'est pas tout seul dans un amphi de 3000 personnes perdues et que personne ne va t'aider et que tu vas crever à la fin de l'année. Ouais. On a encore beaucoup cette idée reçue-là. Hein. On a beaucoup cette idée reçue, mais au final, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de services, de dispositifs, d'aides qui sont mis en place. C'est faire comprendre tout ça aussi à travers du coup, les réseaux sociaux, en montrant ce qui est mis en place, en montrant les actions qui sont faites, en montrant les valeurs qu'on défend et qui sont pas du tout reste tout seul dans ton coin. C'est pas le cas. Donc c'est tout ça, ça passe par tout ça pour réussir à faire venir les étudiants, c'est casser, je pense déjà tous les préjugés qu'il y a autour de l'université et faire comprendre ce qu'est l'université réellement et ce qu'elle peut offrir, ce qu'elle donne comme chance et comme ouverture après sur le monde professionnel. Et justement, on parle d'ouverture sur le monde professionnel. Est-ce que vous valorisez aussi les parcours de diplômés, ces personnes qui aujourd'hui ont un poste à responsabilité ? Enfin, est-ce que vous valorisez justement l'après-université ? Alors du coup, le réseau alumni est parfois plus compliqué à mettre en place et à mobiliser au niveau des universités puisque ça représente des milliers et des milliers d'étudiants. Mais oui, on essaye au maximum de pouvoir valoriser ces parcours quand on a l'occasion de rencontrer ces personnes et de, en tout cas, avoir connaissance des parcours, donc au maximum. Pour aussi montrer que après une licence, un master, oui, il y a une ouverture sur un monde professionnel. Il n'y a pas juste passer 5 ans dans un amphi et puis après, on ne sait plus quoi faire comme beaucoup pensent. Non, il y a vraiment après un accompagnement aussi qui peut être proposé et puis une arrivée sur le monde professionnel qui se fait très très bien. Oui, et puis c'est... moi je viens de l'université, hein, donc personne ne me dira que l'université t'es laissé pour compte. L'université, ça développe quand même je pourrais pas dire des compétences, mais des comportements qui sont un peu différents, c'est-à-dire que ça développe énormément l'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on est laissé pour compte, mais on est responsabilisé dès le début. Et ça, je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les écoles privées, hein, parce que c'est aussi le cas dans les écoles privées, mais pour le coup, c'est quand même une vraie force d'être responsabilisé dès le début, dès la première année, sur la manière dont on va gérer son parcours universitaire.
Et ça, c'est une force qui est méconnue dans les entreprises. Moi, je me place maintenant du côté entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que quelqu'un qui est à l'université, c'est quelqu'un qui a rien fait pendant 5 ans et qui était à la cool. Alors qu'au contraire, il y a quand même une formation qui est assez longue, assez... comment dire, j'ai perdu le terme, exigeante. Et qui t'incite aussi à te responsabiliser, à t'organiser toi-même. Mais tu as quand même effectivement des dispositifs à côté qui font que si à un moment donné, il y a des étudiants et étudiantes qui commencent à décrocher, on va pouvoir aller les rechercher, les remotiver, les accompagner. Et effectivement, ça n'existait pas à l'université de nos parents et qui existe beaucoup depuis maintenant 20 ans. Enfin, je suis sorti de l'université il y a 20 ans, j'avais déjà ça. Et je sais que depuis 20 ans, ça s'est encore renforcé. Ouais. Donc, effectivement, il y a une image vraiment très forte à casser sur l'université. Et j'ai regardé ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux et on sent bien que vous êtes là pour démontrer que non, l'université, c'est pas juste 3000 étudiants avec les strapontins là, dans l'amphi. Pas du tout. Ouais. Puis, au-delà de ça, c'est aussi bénéficier... de l'expertise de beaucoup d'enseignants-chercheurs, de personnes qui sont encore en fait dans la recherche, qui sont en train de mener leurs travaux de recherche. Leurs travaux de recherche. Et donc, ils peuvent aussi enseigner les dernières choses qu'ils ont appris et pas ce qu'ils ont appris il y a 40 ans. Ouais. Pas ce sur quoi ils sont restés. En fait, eux-mêmes se renouvellent, eux-mêmes recherchent. Ouais. Et... donc, c'est aussi bénéficier de cette expertise-là en tant qu'étudiant et d'être formé d'apprendre avec des personnes qui sont un peu à la pointe de certains de leurs sujets. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les universités, il y a quand même beaucoup de pointures. Ouais. Et alors, il y a aussi un changement qui était hyper intéressant et qu'on sent aussi dans la communication des universités, c'est l'ouverture au monde de l'entreprise avec de plus en plus d'intervenants extérieurs aussi qui vont venir renforcer les équipes pédagogiques. Ce qu'on n'avait pas dans les années 80-90, où c'était principalement des enseignants-chercheurs qui donnaient les cours. Ça change aussi beaucoup de choses. C'est sûr. On parlait tout à l'heure vous en parliez aussi à l'instant là, des contenus partagés du coup sur les comptes. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as mis en place la stratégie actuelle ou est-ce que tu as repris la stratégie qui était déjà mise en place avec les formats de contenu dédiés à cette stratégie ? Alors du coup, ça dépend sur quel réseau, ça dépend sur quel contenu. Je ne vais pas changer ce qui fonctionne. Ouais. donc non, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par la personne qui était avant moi et qui marchent très bien et qui fonctionnent très bien et pour lesquelles je continue dans cette lancée-là. Et il y a aussi des réseaux qui ont un peu changé d'algorithme, où là, il a fallu que je m'adapte, que je modifie des choses, des contenus qui avaient été mis en place qui fonctionnaient peut-être plus assez bien ou plus de cette manière. Donc, il y a un peu des deux. Il y a vraiment un mélange, au final, sur tous les réseaux sociaux. Il y a vraiment un mélange de choses qui étaient mises en place et qui continuent de très bien marcher et qui continuent de tourner comme ça, et de choses qu'on met en place oui, finalement, les contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est un peu en évolution permanente, dans le sens où ce qui fonctionne, vous continuez de le faire. Et puis après, vous pouvez lancer des choses et si ça fonctionne, vous continuez. Si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez, vous réfléchissez à des nouvelles choses, etc. Exactement. Okay. Je pense sur pour n'importe quelle personne, que ce soit annonceur, agence. Oui. Après, c'est peut-être une fausse idée, tu vois, mais je me dis que vu que tu travailles pour une école publique, des fois peut-être qu'on peut te contraindre à parler de certains sujets ou d'une certaine façon. Et que du coup tu continues de le faire malgré que ça fonctionne pas hyper bien parce que c'est attendu par certaines personnes, alors que peut-être pas du tout. Je pense dans n'importe quel établissement, quel qu'il soit, public, privé, on a forcément des sujets qu'on est un peu contraint à aborder. Et je trouve ça plutôt normal. Après, on n'est pas forcément contraint de la manière dont on l'aborde. Et donc, le but, c'est de trouver la façon la plus appropriée d'en parler. Parce que de toute façon, s'il faut en parler, on va en parler. Donc, autant en parler de la bonne façon. En tout cas, celle qui va marcher celle qui va marcher le mieux. Ouais, ça, t'es assez libre sur ça ? Oui,
j'ai assez la possibilité de m'exprimer sur si on me demande un contenu en particulier, si on me demande d'aborder un sujet en particulier, de leur dire je pense pas que ça ce soit bien, ou je pense que du coup on pourrait peut-être le faire comme ça ou sur tel réseau et de telle façon, en apportant des arguments bien sûr, parce que sinon c'est pas très productif. Mais là-dessus, oui, je suis assez libre de modifier les choses qu'on me demande selon les critères un peu des algorithmes, des réseaux sociaux et ce que j'ai appris. Ok. Ça marche. Est-ce que tu as une semaine type, ou est-ce que tu fonctionnes plutôt en journée type ou en mois type, je ne sais pas. Je réfléchis. Je pense que je fais plutôt à la semaine. Ouais. Et que oui, du coup, début de semaine, je vais me poser, je vais pouvoir voir tout ce qui va se passer dans la semaine. Je vais d'abord aussi pouvoir, donc je le remplis un peu aussi en amont, mais reprendre ce que j'avais rempli sur l'Insta-agenda. C'est un format par story qu'on fait sur Instagram à destination des étudiants pour leur montrer tout ce qui va se passer cette semaine. C'est pas du tout exhaustif parce que sinon ça ferait une story de très très longtemps. Mais en tout cas, je prends 5, 6, 7 événements qui vont se passer dans la semaine, de nature différente, dans des lieux différents. Et donc tout ça, ça fait une story. Donc en général, c'est la première chose que je fais le lundi. J'arrive à me poser, à voir un peu, faire cet Insta-agenda. Et après, je regarde un peu ce que j'ai comme réunion dans la semaine. Je reprogramme mes contenus. Donc soit je poste, si j'ai vraiment pas le temps de programmer, je vais poster sur l'instant, mais au moins je vois ce que j'ai à faire dans la semaine et voir ce qui va devoir être programmé, ce qui va devoir être posté. S'il me manque un trou, s'il me manque quelque chose, je vais chercher un sujet du coup à poster. Puis après ça se déroule assez vite, une semaine. Et dans tout ça... C'est toi qui gères aussi la modération des commentaires, des messages privés ? Ouais. Tu fais ça quand, en général, à quelle fréquence ? Alors, je fais ça, en général, je regarde tous les jours. Et je fais ça plutôt en fin de journée, au milieu de journée, fin de matinée, par exemple, où je vais me connecter, je vais regarder les réponses. J'ai des fichiers de réponses type sur les sujets les plus courants. Et puis après, j'adapte si jamais vraiment on me demande autre chose. Il faut savoir que des fois, je suis un peu le bureau des objets perdus. Ou des gens perdus. On m'a déjà dit que... J'ai déjà reçu un DM en me disant qu'ils avaient perdu leur ami et que est-ce que je pouvais faire une annonce en story parce qu'ils ne répondaient plus. Alors non. Des fois, je suis un peu dépassée par ça. Mais j'y réponds tous les jours quand même. Ça marche. Et donc du coup, tu as des réunions toutes les semaines, tu disais, j'imagine, parce que tu dois devoir échanger avec beaucoup de monde. Du coup, tu organises tes temps de production de contenu autour de ça. Et tu t'organises comment, ça, par rapport à la production des contenus ? Tu gères une semaine pour la semaine suivante, ou tu essayes toujours pour tes contenus que tu peux anticiper d'avoir un mois d'avance, ou c'est quoi un peu ton orga sur ça ? Alors du coup, un mois d'avance, j'y arrive pas. Mais alors la production de contenu, tout dépend ce que tu entends par la production de contenu. Pour créer tes posts. Il y a certains posts, en tout cas les visuels. Donc il y a certains, pour beaucoup c'est des photos. Donc ça c'est des photos que je vais chercher avant et en fait j'ai dans ma tête ce que je dois poster. Je sais à peu près ce que je veux comme photo. Je sais à peu près où je vais aller la chercher. Et en général, du coup, je vais la chercher au moment où je programme les posts, où je le poste. Pour les autres visuels, les visuels un peu plus créa, qui nécessitent de la créa, on a donc l'équipe créa dans la direction de la communication qui va décliner les visuels d'événements, par exemple, en version réseaux sociaux, en format réseaux sociaux, selon les formats que je leur donne. Donc là-dessus, c'est pas moi qui les prépare. Sur les stories, par contre, je passe plus de temps, mais je le fais sur l'instant T. Et quand vraiment je dois préparer un post, créer un post,
au-delà d'une photo ou du visuel créé. Si je dois créer le visuel, j'essaye de m'y prendre en avance si j'ai le temps. Mais ouais, peut-être une semaine avant. Ok. Ouais, ça reste quand même en flux tendu. Tout le temps. D'une semaine à l'autre. Tout le temps. En fait, c'est qu'on peut essayer d'anticiper. J'essaye d'anticiper au maximum, mais c'est beaucoup de sujets qui arrivent comme ça. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain. Ouais. Alors oui, mais on va faire ça. T'as des temps forts connus d'avance, mais ouais. du coup, t'as beaucoup de sujets qui arrivent un peu au dernier moment. C'est ça. J'ai des sujets que j'appelle des sujets, qu'on appelle des sujets froids, qui vont pouvoir se placer entre deux, comme ça, que je le vois, auxquels j'ai de la visibilité, sur lesquels j'ai de la visibilité et que je peux planifier. Mais j'ai aussi beaucoup de sujets chauds qui arrivent comme ça. Et en fait, c'est pour... alors quand c'est pour dans une semaine, on est content, mais sinon c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Et du coup, faut faire avec et faut s'adapter. C'est du coup plus compliqué de planifier, d'anticiper. Ouais. Surtout sur des grosses périodes. Après, on connaît les grosses périodes et on en a conscience. Donc on sait aussi planifier au maximum ce qui peut être planifié sur ces périodes-là pour se libérer du temps pour les urgences. Mais oui, c'est beaucoup en flux tendu. Et tu dirais qu'il y a à peu près... C'est quoi la proportion sujet froid, sujet chaud? Ça dépend des périodes. Ouais, c'est très saisonnier, quoi. Ça dépend des périodes. Sur une période très dense, qui, par exemple janvier, février, mars, on va avoir beaucoup de sujets chauds, beaucoup de sujets où c'est maintenant qu'il faut les poster et c'est pas dans 2 mois ou dans 2 semaines. Et sur des périodes plus calmes, comme là en ce moment, mai, juin, où c'est une période d'examen et de fin d'études, en tout cas pour les étudiants, là on a plus le temps. Là on a beaucoup plus de sujets froids et très peu de sujets chauds au final. Okay. Ça dépend vraiment des périodes. Ça marche. Et du coup, y a une question qui me vient, mais comment tu fais quand tu pars en congé? J'allais la poser. Je programme. Pas le choix. Et qui prend le relais sur les sujets chauds, du coup? Alors, du coup, les sujets chauds... En général, on prend nos congés sur les vacances scolaires, donc sujets chauds qui concernent les étudiants, il y en a moins quand eux-mêmes sont en vacances. Donc ça va. Après, qui prend le relais? Des fois, certains collègues de la direction de la communication peuvent, si besoin, si grosse crise, si quelque chose, prendre le relais. Mais ça reste très très exceptionnel. Sinon, moi, je programme tout, je prévois en avance. En général, je sais que je vais partir en congé, donc je le prévois. Je programme pour pas qu'il y ait de pause, de trous, et ça passe bien. Ouais, du coup, l'été, tu prends plutôt tes vacances en juillet, parce que j'imagine qu'en août, il y a des choses à faire pour préparer la rentrée, non? L'été, il y a de toute façon des fermetures, la fermeture de l'université, où du coup... tout le monde est en vacances, donc c'est à cheval juillet-août en général, parce que début juillet on prépare quand même et on finit l'année, on prépare un peu la rentrée, et puis fin août de toute façon, oui. C'est le rush. Ça commence. Ça marche. Et du coup, tu l'as évoqué un petit peu, mais tu collabores avec qui en tant que collègue? Donc, tu as parlé de la DIRCOM, tu as parlé d'une équipe créa. Alors, au sein de la DIRCOM, on est une 20aine de personnes. Donc, du coup, il y a à l'intérieur de ces 20 personnes une équipe qui va être plus créa, donc avec des graphistes qui vont pouvoir créer les visuels, des événements, des flyers, qui vont s'occuper vraiment d'être garants de la charte graphique. Et donc ils partent aussi en conseil, chacun est en conseil avec les autres référents com au centre de Nantes Université. Donc du coup il y a cette équipe là, il y a des chargés de com thématiques, donc avec par exemple une chargée de com vie étudiante, il va y avoir des chargés de com internes, donc chaque chargé de com avec des thèmes, des spécificités et son cercle d'action. Son périmètre d'action, c'était le mot que je cherchais. donc voilà, puis après on a une directrice et une directrice adjointe au sein de la DIRCOM. Oui, voilà, c'est vraiment des chargés de com thématiques, chargés d'événementiel aussi. Donc on est une équipe de 20 personnes et à nous tous, on est garant
de l'image entière de notre université. Okay. Et on est relais avec les autres référents com au sein de notre université, en lien avec eux. Ok. Et quand tu produis des contenus, est-ce que tes contenus sont validés par quelqu'un ou est-ce que tu es totalement autonome et responsable sur les contenus qui sortent ? Ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend sur quel sujet, sur quelle ampleur peut-être aussi. Et si c'est un événement qui est porté par plusieurs vice-présidents ou par d'autres services, c'est un assez gros événement, etc., forcément, ce qui sort va être aussi, je dirais pas vérifié, mais regarder pour voir s'il n'y a pas une petite coquille ou quelque chose comme ça. Mais sur les 3/4 des contenus que je poste, je les poste sans validation et... Je suis vraiment à la tête de cette ligne éditoriale et de cette stratégie de communication, digitale en tout cas, sur les réseaux. Personne ne relit tes posts, ne serait-ce que pour l'orthographe ? Non. Ça te fait pas trop stresser ? Je les relis moi-même une dizaine, quinzaine de fois avant de les envoyer. Forcément, l'erreur est humaine, donc des fois il y a une petite coquille et puis j'ai envie de dire c'est pas si grave parce que oui, c'est pas un robot derrière, c'est moi, en général. Non, mais ça arrive de faire des erreurs. Et donc, ça arrive d'oublier un S, ça arrive de faire une erreur comme ça, et c'est pas grave. Personne va en mourir. Donc oui, on fait attention. Oui, il y a beaucoup d'images à tenir, il faut faire attention, il faut pas faire des erreurs bêtement, faut pas... oui, il faut faire attention, mais l'erreur est humaine, donc c'est pas grave. Sur les fautes, c'est ce que disent souvent nos clients... Ça arrive, tout le monde fait au moins une ou deux fautes de temps en temps. Oui. Ce qu'il faut regarder, c'est la proportion de fautes au nombre de mots produits. Ça, oui. Parce qu'en réalité, nous, on a des clients, ils ne voient que nos fautes. Parce que nous, on en fait aussi. Hein. Et pourtant, on s'auto-relit et on se fait relire par quelqu'un d'autre. Et on a un outil de correcteur d'orthographe. Oui. Mais ça arrive, une coquille. C'est souvent des coquilles. Des trucs qui t'as pas vu. Oui, mais une coquille, quand tu produis 150 posts par semaine... C'est pas grave, ça arrive. Par contre, effectivement, quand tu fais 2 fautes par poste, là, c'est embêtant. Oui, totalement. C'est pour ça que je te posais la question de ce que c'était pas trop stressé, parce que nous, on a des homologues, des fois, qui ne publient rien sans que ça soit relu par leur chef, parce que sinon, leur chef leur tombe dessus, quoi. Oui. Et ça, après, c'est forcément relu par une fois que c'est posté, forcément. Mais c'est une fois que c'est posté. Je sais que d'autres personnes de mon équipe vont pouvoir tomber dessus parce que forcément les réseaux sociaux c'est suivi. Et il m'est arrivé de voir ma responsable arriver et me dire t'as oublié une lettre. Mais non, ça reste bienveillant. Enfin, c'est pas. Oui, j'ai la chance d'être dans une équipe très bienveillante, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est important. Ah oui, c'est clair. Et pour préparer tes posts, comment tu collectes un peu la matière, donc les infos, les photos est-ce que ça vient à toi parce qu'on te demande de produire des posts comme tu disais tout à l'heure pour les contenus chauds, ou est-ce que des fois tu es un peu obligé de courir après certaines personnes pour avoir des infos Je fais les deux. Ça va venir à moi beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qu'on va m'apporter, où on va me dire tiens, il va se passer ça dans 2 semaines, tiens, d'ailleurs, il y a telle initiative, il y a ça, je pense que ça pourrait être intéressant, ou tel sujet, ça t'intéresse pour les réseaux. Et donc, à ça, je vais répondre oui, non, et je vais prendre les infos qu'on me donne. Et il y a parfois aussi des moments où, oui, il faut que je puisse rechercher et que je me dise, bon, là, qu'est-ce qui serait intéressant de dire, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qui s'est passé en recherche récemment. Puis alors du coup, je vais m'appuyer sur, déjà, je pense, en premier lieu, mes collègues de la DIRCOM. Est-ce que vous avez des choses ? Est-ce que vous avez des sujets dont vous ne m'avez pas parlé, des choses comme ça qui vous passent par la tête, qui pourraient être intéressantes potentiellement sur les réseaux sociaux ? Ou alors, je vais aller sur... j'aimerais bien faire plus... aller sur le terrain, plus des déplacements, peut-être au cœur de l'université, au cœur des étudiants, en l'occurrence sur la partie étudiante, et puis peut-être même au cœur des labos sur la partie recherche, pour aller chercher ces sujets et aller créer ces contenus. Mais encore une fois, il faut du temps. Donc, est-ce que tu es basée où, toi, pour travailler ?
Je suis donc à la présidence de Nantes Université qui se situe au centre de Nantes, à côté du CHU, juste à côté du CHU. Oui, donc t'es pas sur le campus. Ah bah non. Puis en plus, il y a plusieurs campus. Il y a plusieurs campus. Oui, moi je pensais. On est à côté d'un d'entre eux. Enfin, on est vraiment sur le campus Centre-Loire au final, où il y a médecine, pharma. Campus santé, Et STAPS aussi, juste à côté. Non, STAPS, c'est plus loin. STAPS, c'est au petit port, non? Oui, exactement. Oui, non, pardon, je confonds avec les pharmas qui sont arrivés juste à côté de la présidence. Oui, autant pour moi. C'est rien. Donc on est sur un campus, mais en fait on peut pas être sur tous les campus dans tous les cas, et c'est se dégager du temps pour y aller, c'est super intéressant, mais il y a certaines périodes où on peut le faire et d'autres non. Ouais, c'est clair. Alors tiens, on parle du temps, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton travail? J'ai jamais réfléchi à ça. Parce que tu vois, par exemple, nous, en tant qu'agence, il y a d'autres agences qui vendent pas, par exemple, de gestion de projet avec des clients. Ils vont vendre du contenu produit, mais ils vont pas vendre de temps de gestion de projet, ou à l'inverse, il y a des clients qui comprennent pas qu'on vende ça. Alors que, tu vois, moi, hier, j'ai été rencontrer des clients à moi, parce qu'on fait un comité éditorial tous les 2 mois. Le temps d'y aller, d'être là-bas sur place et de revenir, ça m'a pris 3 heures dans mon après-midi. Il faut le préparer. Et il faut le préparer, oui, en plus. Sujet en cours, il faut le préparer, tu fais ton compte-rendu après que tu envoies. Ou tu vois, même... tu as besoin de faire un point avec ton client, tu l'appelles, ça dure 3/4 d'heure. Après, toi, il faut que tu mettes de l'ordre dans toutes les notes de ce que vous êtes dit pendant 3/4 d'heure, que tu lui fasses un petit récap, qu'aucune info ne soit perdue d'un côté ou de l'autre. Il faut que tu le relances quand tu n'as pas les infos. C'est quelque chose qui prend du temps, alors que souvent, on pense pas à ça. Donc, c'est ce à quoi moi j'ai pensé, tu vois. Alors, je dirais pas que c'est ce qui me prend le plus de temps dans mon travail, mais c'est quelque chose qui prend du temps, alors que pourtant on aurait l'impression que pas du tout, que ça compte pas. Donc, je pense que ce qui me prend le plus de temps, justement, c'est de recevoir toutes ces demandes de diffusion, on va dire, tous ces sujets qui arrivent à moi et où on me dit ça, et puis ça pour demain, et puis ça pour après-demain. Et c'est de tout trier, c'est de prendre le temps, de regarder et de me dire, ok, alors, pourquoi pas, mais sous quelle forme, quel endroit, quand, pour qui, voilà. Et en fait, c'est de prendre cette demande, une demande qui arrive, de la regarder, de la comprendre, de faire des recherches un peu si jamais j'ai pas assez d'explications, et de me dire, ok, ça peut rentrer là, ou ça peut aller là, ou ça va nulle part, de répondre, puis de prendre la suivante. Et au final, c'est un peu élaborer le planning. Je pense que ça revient à l'élaboration du planning, mais il y a vraiment ce tri des sujets qu'on m'apporte. Et toi, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint la notion de suivi de projet. Enfin, typiquement, le suivi de projet, nous, on considère que ça, recevoir les demandes, les traiter, parce qu'on a aussi des demandes de clients, les traiter, réfléchir, etc. C'est pas de la production pure. On n'est pas en train de faire un visuel, on n'est pas en train de rédiger un texte. Mais par contre, ça, c'est un temps qui est très important. Donner ton avis, proposer quelque chose. Faire des échanges après, si jamais... Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Souvent, on se rend compte du post une fois qu'il est terminé. On se dit, il y a eu 3 paragraphes et 4 photos. C'était pas bien rapide. Oui, c'est vrai, des fois, ça prend que 30 minutes à faire, de faire un truc bien nickel, compréhensible. Mais en fait, il faut voir toute la phase amont de traitement de l'info, de réflexion sur le format... la cible, voilà, c'est du temps qui n'est pas forcément toujours perçu par la personne qui fait la demande. Exactement, très peu souvent perçu. On va parler de ton sujet préféré, Brian. Ah oui, mais on va parler des stats, je suis désolée. Oui, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure des reportings, de l'analyse. Alors du coup, on va plus parler de la partie analyse du coup. Qu'est-ce que tu regardes toi, qu'est-ce que tu analyses dans les chiffres pour savoir si tes posts fonctionnent bien ou pas? Alors je vais regarder le taux d'engagement. Mais garder le contexte quand même avec le taux d'engagement, parce que le taux d'engagement, c'est un chiffre qui parfois peut faire peur, parce qu'il peut être très peu élevé. On va se dire waouh,
ça n'a pas marché, mais en fait, si. Mais donc, ouais, le taux d'engagement, les impressions, voilà, les impressions. Et par combien de personnes ça a été vu? Est-ce qu'il y a eu plus de vues, moins de vues? Pourquoi? Pas tant le nombre de likes, parce que le nombre de likes tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Donc ce serait vraiment le taux d'engagement, les impressions. Des fois, je compare aussi sur certains réseaux quand ils nous en donnent la possibilité, les impressions et la couverture. Ouais. Ce qui peut donner un chiffre assez intéressant, enfin en tout cas une idée assez intéressante, en se disant qu'au final, des fois l'impression c'est un peu surévalué. Ouais. Donc j'aime bien quand je peux voir la couverture et voir vraiment au final combien de personnes l'ont vu. Donc voilà. Et est-ce que tu as besoin d'éditer un reporting régulièrement pour ta direction ou pour d'autres personnes? Alors sur des campagnes événementielles, on va me les demander. Sur une campagne en particulier où il y a eu du coup de la sponsor, où il y a eu toute une stratégie mise en place juste pour cet événement-là. On va me demander pour eux le bilan. En fait, mes collègues vont avoir besoin de faire leur bilan, donc forcément je leur donne aussi des chiffres qui peuvent les aiguiller dans leur bilan, en tout cas sur la partie réseaux sociaux. Sur ma partie à moi, on peut me demander parfois certains chiffres. Je ne rends pas de bilan comme ça brut, mais je le fais pour moi. Oui, je le fais pour moi mensuellement, les bilans sur chaque plateforme, l'évolution, est-ce qu'elle est positive, négative. Toi, c'est plutôt pour ton pilotage à toi. Exactement, c'est pour adapter ma ligne éditoriale et ma stratégie que je mette de ça. Et puis au final, quand on me demande au moins un chiffre sur un post ou sur un sujet, c'est plus rapide à sortir que si je devais tout faire. Ah ouais, c'est clair. C'est quoi tes 3 outils préférés du quotidien? Pour les stats? Ouais, non, alors pas forcément pour stats, pardon, c'est vrai que moi, sans transition. Ouais. Tes outils fétiches pour travailler? Ouais, pour travailler, pour exercer tes missions. Alors, sur la partie veille, notamment sur ce qui se dit, sur notre université, etc., j'aime bien utiliser Outsuite. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment un tableau où les posts, les informations ressortent très facilement. Ouais. Donc voilà. Sur une partie un peu plus stats, j'aime bien utiliser Iconosquare. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'utilise, mais je le trouve assez bien fait. J'ai aussi réfléchi à utiliser Swello, mais pour l'instant, je compare. Oui, il faut. Donc voilà. Et tu programmes aussi avec Outsuite? Non, je programme directement dans Meta. Ok. Je programme directement dans Meta et directement dans LinkedIn, en fait. C'est vrai qu'on peut maintenant. Maintenant, on peut. Avant, j'utilisais un outil extérieur, mais en fait, maintenant, je fais directement là-dedans. Et j'ai remarqué qu'il y avait peut-être moins des petites erreurs ou de posts qui se programmaient pas ou qui se programmaient un peu bizarrement. Donc, je trouve ça plus fiable pour le moment. Et tu as des outils créa ou pas du tout, vu que tu as des équipes créa Si, j'ai quand même Canva que j'utilise. Après, je sais très bien utiliser la suite Adobe, vu qu'avant, j'étais plus chargée comme généraliste. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour faire une story, pour faire... j'ai pas besoin. Donc je vais vraiment plus utiliser Canva, où ça va être plus rapide. Ouais. Et... Évidemment. Et voilà. Après, il y a 2 teams. Ah oui, j'imagine que tes collègues à la créa doivent tomber dans les pommes en sachant que tu utilises Canva. Bon, ils se sont habitués, je pense. Ouais. Ah oui, de toute façon, pourtant, c'est rentré dans les habitudes. Oui, ça remplacera pas. Non, mais ça complète bien. Mais ça complète, exactement. Ouais. Surtout quand on est dans le rush, qu'on doit sortir quelque chose rapidement. Ouais, mine de rien, c'est un bon complément. C'est ça. Sur une grosse campagne événementielle, oui, c'est peut-être trop limité. Oui, je pense. Mais dans le quotidien, c'est quand même un vrai plus. Et tu parlais de veille. Comment tu te tiens à jour des évolutions social media?
Je lis beaucoup, notamment sur, par exemple, le blog du modérateur. Je regarde aussi beaucoup de créateurs de contenu un peu sur LinkedIn qui, parfois, partagent les évolutions. Je sais que vous le faites. J'ai déjà remarqué quelques posts qui passaient. Mais donc, oui, en fait, c'est vraiment ça. Sur la lecture de blogs, de sites internet qui mettent à jour un peu les nouveautés. Et puis sur les réseaux sociaux eux-mêmes où certaines personnes postent les nouveautés d'algorithmes. Tu as parlé un petit peu de campagne publicitaire tout à l'heure. Ouais. Vous faites des social ads, des pubs sur les réseaux sociaux. Vous en faites sur quelle plateforme en général? Meta. Principalement Meta. Facebook ou Instagram, mais pas sur LinkedIn. Ok. Et c'est que pour des campagnes événementielles ou est-ce que des fois il y a de la sponsorisation de posts Alors, jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ce que j'arrive, on va dire, je crois que c'était fait principalement sur des campagnes événementielles ou sur des campagnes un peu, par exemple, pour les inscriptions, mon master, Parcoursup, etc. Moi, j'ai envie de développer un peu plus cette partie et le faire aussi sur des posts plus impactants qui ne soient pas vraiment événementiels ou en lien avec une date limite. Donc ça, je suis en train de développer un peu plus cette partie-là. Oui, pour donner de la visibilité à des publications organiques qui méritent d'être plus vues, davantage vues, parce qu'il y a un enjeu d'image, ou même parce que c'est un événement important. Ouais, ou juste parce qu'elle est intéressante et qu'elle permet de donner qu'elle pourrait permettre de donner plus de visibilité, qu'elle pourrait être accrocheuse. Du coup, ouais. Ok. Et c'est toi qui gères les sponsors jusqu'à maintenant? Oui. Depuis que je suis là, oui, c'est moi qui gère tout ce qui est sponsor. Ça marche. D'autres questions sur les social ads? J'ai quand même une question. Est-ce que tu rencontres des difficultés sur les social ads? Non, pas particulièrement. Je sais qu'on a fait aussi, j'ai pas abordé, mais on n'a pas de compte TikTok, mais on fait des campagnes TikTok sur certains événements qui marchent très bien. Et donc là-dessus, j'ai peut-être rencontré plus de difficultés à prendre en main la plateforme du coup TikTok Ads, qui pour moi n'était pas du tout simple au premier abord. Elle fonctionne pas du tout comme les heures et des heures. Oui, elle fonctionne pas du tout comme les autres. Et j'ai vraiment passé pour la première campagne très longtemps. J'ai même contacté le service d'assistance en disant ça marche pas, je comprends pas. Et puis le wording, les termes utilisés sont pas du tout les mêmes que sur les autres plateformes. Mais par contre, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de marques qui ne savent pas qu'on peut faire de la pub sur TikTok sans avoir de compte. Mais c'est possible. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de marques qui pensent qu'il faut avoir un compte avec des vidéos régulièrement et pouvoir faire de la pub derrière, alors qu'en fait, pas forcément. On peut juste faire de la pub ou même faire des partenariats avec des influenceurs. Ça marche aussi très très bien. Il n'y a pas besoin d'animer un compte TikTok pour faire de la pub. On passe à nos petites questions pour finaliser. Allez. Alors, du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais nous citer une ou plusieurs, ne te frustre pas à n'en dire qu'une, personne que tu aimerais bien entendre dans notre podcast à ta place? Tu as déjà pu évoquer d'autres personnes de ton métier que tu pouvais suivre, donc ça peut être ces personnes-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Valentine Soda. Oui, bien sûr. Je la suis pas mal aussi depuis quelques temps. Je sais que j'étais à l'école avec une personne qui a fait son alternance, je crois, avec elle. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et je trouve qu'elle fait des contenus super impactants et très décomplexants. J'aime bien ce qu'elle fait, voilà. C'est pas la première fois qu'on l'a recommandé. Ouais, non, je crois pas. Je me demande si Cassandra l'avait pas recommandé. Parce que Cassandra nous avait recommandé sa collègue. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de prendre des invités à chaque fois à la même boîte. Et elle avait, je crois, cité Valentine Soda que Brian fréquente à l'occasion lors des apéros CM. Oui. Mais du coup, Valentine, si tu nous écoutes, la prochaine fois qu'on va se voir, tu vas y avoir droit. Voilà, donc si tu as envie de la rencontrer in real life, comme on dit, tu peux te joindre aux apéros CM. Je te donnerai la date du prochain. Ça marche. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu ici. J'espère que l'exercice t'a plu.
Oui. Vu que c'était une première. Effectivement, c'était la première fois. C'est une expérience super intéressante. Eh ben écoute, tant mieux. Du coup, encore merci à toi. Bon retour à l'université. Merci. Merci pour ton temps et pour tes réponses. Ouais, c'était très intéressant. Ça a changé beaucoup des autres invités qu'on a pu avoir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois aussi, mais vraiment, tu vois, on fait le même métier, mais c'est quand même très différent à chaque fois. Donc c'est très intéressant. Merci, oui, c'était super intéressant d'échanger aussi et de découvrir un peu comment on peut aborder les choses différemment. Super. Et merci beaucoup. Et puis bonne fin de journée. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances. Bonne journée, bonnes vacances. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à suivre notre agence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.